effet aussi l'intérêt et la grande sympathie d'Ernst Bloch, que Bloch a manifesté ultérieurement, notamment dans les années 60, pour le printemps de Prague, par exemple, et pour les événements de mai 68 en France, dans lequel, vous savez bien, donc, le mot d'ordre, l'imagination au pouvoir, ou, soyons réalistes, tantôt l'impossible, donc, figurait comme inscription sur les murs de la Sorbonne, n'est-ce pas, sur le pavé, il y a la plage, n'est-ce pas, l'imagination au pouvoir, ça, c'était... C'est des inscriptions que l'on peut trouver sur le mur de la Sorbonne et sur l'université de Nanterre, occupée en mai-juin 68. Donc cette mélodie nouvelle d'un socialisme de l'imagination et de l'utopie concrète ne peut, en fin de compte, dit Bloch, être composée que par l'appel et le développement systématique de toutes les puissances et potentialités créatrices des individus que les forces socialistes marxistes doivent mobiliser sous peine de perdre un jour leurs prétentions progressistes. Et ce courage envers le nouveau doit absolument devenir le moment décisif de cette praxis nouvelle de la joie à l'expérimentation. Donc à aucun moment Bloch ne voulut d'ailleurs abandonner cet optimisme militant, cette croyance de la possibilité que les germes utopiques pourraient un jour éclore et aider dans leur réalisation à humaniser enfin notre monde moderne, devenu si inhumain, avec ses cités béton, la grisaille des paysages industriels, sa surproduction, son productivisme, sa violence, ses centrales nucléaires, ses excès de pollution atmosphérique, etc. Donc, même si, comme Bloch l'avoue lui-même, dans le paragraphe final d'Héritage de ce temps, nous sommes toujours encore très loin du but, car cet espace peut être manqué, dit-il, avec une effroyable facilité, et on a même vu surgir ici des Molochs qui n'étaient pas tous nominalement fascistes, d'où le mot d'ordre de tracer sans cesse vers le but, viser la voie sur laquelle on ne peut se tromper, grâce à la conscience utopique et au savoir qui monte la garde, la voie dialectique qui conduit à la demeure humaine qui se communique de façon inconditionnelle au chemin lui-même, afin qu'il soit véritablement un chemin. Mais on ne saurait avoir une idée assez honte de ce chemin, non seulement moralement, mais en même temps métaphysiquement, précisément en ce qui concerne la foi sans mensonge, la destination qui saisit tout autant l'imagination exacte avec ce vieux rationalisme dont l'heure enfin a sonné et qui s'entend aussi dans la lumière en éléments latents, sans négliger ses profondeurs obscures. Il y a une duperie énorme de l'ignorance, une tromperie de l'imagination fausse, de l'encens sur des sentiments transparents, mais il y a aussi des secrets rouges dans le monde. Ce sont même les seuls. Donc, et ça, avec ça, donc, il termine ce livre. Cette phrase se trouve dans le dernier chapitre de conclusion d'héritage de ce temps. Donc, alors, il n'est pas sûr du tout que les contemporains d'Ernst Bloch aient, à des rares exceptions près, compris vraiment cette théorie de secret rouge, de la sous-alimentation de l'imagination socialiste. Donc, le livre fut donc plutôt, quand on regarde la réception qu'il a connue, alors on trouve qu'elle a été fraîchement accueillie par la critique. À l'époque, bien sûr, c'était une mauvaise période. Et donc, à l'exception du compte-rendu d'Ernest Krenek, d'ailleurs un compositeur, qui a salué l'apparition de ce livre avec enthousiasme à Vienne en 1935. La plupart des comptes rendus consacrés à cet ouvrage étaient très critiques. Parmi eux, on trouve Georges Lukács, c'était l'ancien ami de jeunesse d'Ernest Bloch. Et lui aussi, Lukács, donc, qui s'est
pense que c'est pris un peu à cette théorie blockienne de la non-contemporanéité, estimant que Bloch s'éloigne avec cela du matérialisme historique. Bien sûr, il était aussi irrité par les critiques que Ernst Bloch lui adressait personnellement, dans un chapitre consacré au débat sur l'expressionnisme. Il y a une critique de l'attitude dogmatique de Lukács. Lukács qui évidemment défendait le réalisme, d'après les consignes aussi évidemment données par l'Union soviétique à l'époque, n'est-ce pas? Donc il était un défenseur du réalisme socialiste. Et Bloch et aussi Bertolt Brecht étaient opposés à cela. Donc Bloch, dans les tâches de temps, les chapitres respectifs, défend explicitement contre cette doctrine dogmatique du réalisme socialiste en Union soviétique à l'époque de Staline et prend la défense de l'expressionnisme, par exemple. Dans ce grand débat qui commence, donc, résultat est que dans la presse communiste officielle de l'Union soviétique, donc ce livre, donc, qui ne comportait aucun hommage à Staline, fut tout simplement ignoré. Donc, il n'a pas eu de grande réception et de discussion. Dès le début, l'année 1935, donc après avoir été expulsé de Suisse, Bloch va séjourner brièvement en Autriche avant de gagner, évidemment, au mois de mai 1935, Venise. À Venise, alors où il va d'ailleurs toucher les droits d'auteur de la part des éditeurs suisses pour ce livre Héritage de ce temps. Et puis alors de Venise, il va prendre simplement le train pour Paris, où il arrive évidemment au mois de mai 1935, encore à temps justement pour participer au congrès antifasciste de France de la culture qui sera organisé à la Mutualité de Paris.